Ah oui, c'est un enfer. C'est ça. Combien ça fait un rayonnage, tu dis? 7500 livres et 500 titres de journaux à peu près. On part sur une moyenne de 10 fascicules, on est sur 5000 fascicules de périodiques. Oui. Il était Antoine Perrier, très limousin, très ancré dans son pays, dans sa ville. Il a beaucoup écrit sur le Limousin, sur Limoges, sur Tulle, où il a vécu et enseigné longtemps. Mais il était aussi passionné par ce qui se passait politiquement à travers le monde, à travers la planète, et ça, sa bibliothèque en témoigne. Donc le local, l'universel, voilà. Quand on s'attelle à traiter un fonds de milliers d'ouvrages comme ça, de milliers et milliers d'ouvrages, parce qu'il y a plus de 10 000 documents au total, on est au pied d'une montagne, mais on n'a qu'un objectif, c'est un jour d'être à cette journée là, de visite et d'accueillir des chercheurs comme ça, de prestige, si on peut dire, parce que là, on a les spécialistes de l'histoire ouvrière et sociale locale, et puis même deux historiens qui font référence dans l'histoire ouvrière et sociale française. C'est vraiment l'histoire d'une passion. Là. C'est plus qu'une bibliothèque d'un professeur. Hein. Parce que ça dépasse ce qu'il va pouvoir utiliser dans son enseignement, etc. Hein. C'est une quête. Là, en dehors, c'est une quête, on le voit bien par rapport au marxisme, l'anarchisme, les théories. Il y a tous les bouquins des producteurs de théories, tous les moments d'histoire. Enfin, moi, je travaille sur le mouvement social en général, donc forcément, Antoine Perrier, je connaissais de nom, pour avoir travaillé sur les notices biographiques du Métron, pour avoir rencontré son nom, pour avoir travaillé sur le mouvement communiste, donc je sais qui c'est. Je sais que son fonds existait mais qu'il n'était pas classé. Donc voilà, j'étais curieux de voir à quoi pouvait ressembler le fonds Perrier. Bon, effectivement, je savais qu'il était impressionnant, il l'est de fait. Perrier donne le fonds à la bibliothèque municipale avant de mourir, au début des années 80. Et puis c'est resté une bonne trentaine d'années dans des cartons. Quoi, ici. Les documents qui arrivent comme ça, il faut les identifier finement pour permettre ensuite un travail de recherche derrière. Ce n'est que la première étape. Mais c'est une étape cruciale qui permettra ensuite d'identifier pour les chercheurs le potentiel, c'est-à-dire faire parler ces sources. Le travail a commencé en 2015. Le premier travail, c'est un travail de tri, donc, puisqu'on était face à des monceaux de documents, voilà, dans des cartons, tout mélangé, tout sale, recouvert de poussière. Donc le premier travail, ça a été un travail de tri, d'inventaire, et ensuite un travail intellectuel, de catalogage, puis un travail de conditionnement, de réparation et de mise aux normes de conservation, c'est-à-dire utilisation de techniques réversibles et de matériaux neutres. C'était un bibliophile, donc il faisait relier nombre de ses ouvrages en plein cuir ou demi-cuir, donc il a une collection d'ouvrages de bibliophilie assez intéressante également. Il y a beaucoup de documents exceptionnels, surtout des brochures, des petits tirés à part, des petites brochures de propagande syndicale, socialiste, etc., qui sont des choses plus rares que les œuvres des grands politiciens, des grands idéologues. Ça, on le retrouve dans beaucoup de bibliothèques d'historiens, etc. Mais là, il y a des centaines et des centaines de brochures, de petites brochures qui étaient vendues comme ça, pas sous le manteau, mais qui étaient vendues dans les manifs ou dans les cellules militantes et tout ça, et qui sont des choses plus rares, que peu de bibliothèques françaises ont conservé. Parfois, on est d'ailleurs les seuls à avoir certaines choses. Il y a effectivement un potentiel énorme dans ces choses-là, c'est-à-dire un potentiel de recherche, d'études sur l'histoire locale et puis sur l'histoire nationale largement, puisqu'il y a des choses qu'on est les seuls à avoir avec la Bibliothèque nationale de France. Je découvre le fond et puis c'est surtout intéressant de voir ce qu'il y a comme archives qui est entré à l'histoire ouvrière en Limousin sur toute cette période sur laquelle on n'a pas beaucoup travaillé. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il a pu dénicher, les personnalités et tout le contenu du mouvement ouvrier de cette période. Je ne suis pas spécialiste du personnage, mais quelqu'un qui s'est grandement intéressé à l'histoire sociale et ouvrière d'une cité industrielle comme Limoges, il y a forcément un lien fort avec la porcelaine. Et là, d'ailleurs, en quelques parcours, on tombe sur des ouvrages et des bilans de l'industrie avec des avis très prononcés, en fait. Et sur les périodes des années 30, les gens ont souvent l'image d'une industrie florissante qui embauche beaucoup. Et là, on découvre en quelques lignes que, justement,
justement le taux de chômage était fort. Enfin, il y a énormément de choses à gratter. Et on voit toute sa construction intellectuelle. Alors sa quête autour du Parti communiste, il y a tous les livres sur le Parti communiste, qu'ils soient officiels ou dissidents ou critiques, etc. Je vois, il a le bouquin de Maurice Laporte, qui est vraiment quelqu'un qui a rompu très tôt avec le Parti communiste et qui dénonce la mainmise du Kremlin, etc. Il a le bouquin, là, comme il a le manuel d'histoire du Parti communiste. On sent toute cette quête intellectuelle. Il a une bibliothèque de révolutionnaires, alors qu'il semble, d'après ceux qui l'ont connu, que c'était pas non plus un grand révolutionnaire. Voilà, c'était plus un vieil érudit qu'un révolutionnaire. Mais toute sa vie, il a acquis des livres sur ce sujet. Ça, c'est lui. Il avait, on dirait aujourd'hui, une bonne bouille. Je l'ai connu à l'époque, je l'ai vu à l'époque où il était prof à Tulle. Ouais. Parce qu'il a fait Tulle, Limoges, Saint-Menehould, il a fait plein de lycées de collège. Et les études qu'il a faites, elles avaient toutes plus ou moins un caractère social. Je l'ai connu donc à la Société archéologique, à une époque où on se moquait un petit peu de lui. Il laissait un peu de liberté aux élèves, comme il était partisan d'une liberté sociale. On disait qu'il était chahuté pendant ses cours, qu'il n'avait pas beaucoup d'autorité, ce qui ne m'étonnerait pas parce que c'était vraiment un pacifiste. Ayant abandonné, je crois, les idéologies, il a dû trouver une compensation dans les études locales parce qu'il a retrouvé le côté social, hein, le côté de la vie locale. Hein, les artisans, les paysans, il faisait la recherche pratique qui puisse servir à la compréhension d'une société locale. La venue de chercheurs, comme il s'est passé il y a 2 jours, pour nous c'est une consécration dans le sens où on se dit ouais, tout ce qu'on fait, le travail qu'on fait en sous-main, qui ne soit pas, qui est un travail souvent difficile et ingrat, de recherche de petites souris, etc., de manutention, beaucoup, il prend son sens là, jusqu'à, on espère, des chercheurs, et après c'est des publications, des expositions et l'accès au grand public. La coopération n'entraîne pas la diminution des salaires. Donc il y a des notes là-dessus. Je ne sais pas où il a pris ces informations, mais pareil sur le démarrage de la